Salut les amis, bienvenue à l'Académie Exponentielle, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors, aujourd'hui, quand je tourne cette vidéo, on est encore au mois de décembre, mais au moment où je vais la publier, ça sera la première publication du mois de janvier. Et donc, je vous souhaite une bonne année 2024 à tous. Et aujourd'hui, je vous ai convié pour une vidéo sur un exercice autour des fonctions, des équivalents de fonctions, des développements limités, le théorème de la limite de la dérivée. On utilise tout un tas de choses qui tournent autour des fonctions. Alors si ça vous intéresse, eh bien installez-vous. Et comme en 2023, on ne perd pas les bonnes habitudes, mettez-moi avant qu'on commence des pouces en l'air et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et n'hésitez pas aussi à mettre des commentaires ou à poser des questions dans les commentaires. Alors, on est prêt à démarrer notre année 2024 avec ce nouvel exercice et nous allons tout de suite sur notre tableau. Alors donc, on définit une fonction h en disant que pour tout x appartenant à R privé de 1, h de x est égal à sinus de πx sur x moins 1, et puis h de 1 est égal à a étant un nombre réel inconnu. Et dans la question 1, on nous dit déterminer a, sachant que h est une fonction continue sur R. Dans la question 2, on voudra déterminer la limite en 1 de h' de x, et puis en 3, on voudra en déduire que h est une fonction C1 sur R. Alors commençons avec la question 1. On sait que la fonction est continue sur R, on veut définir h de 1. Alors on remarque tout d'abord que la fonction qui a x associe sinus de πx est C infini sur R, et puis que la fonction qui a x associe x moins 1 est C infini et différente de 0 sur R privé de 1. Et donc, de ça, on déduit que h est C infini. Et donc, si elle est C infini, alors je vous rappelle que C infini, ça veut dire qu'elle est indéfiniment dérivable. Donc, si elle est indéfiniment dérivable, c'est qu'elle est dérivable, et donc qu'elle est continue. Donc, C infini, donc continue, sur R privé de 1. Donc, le seul problème qui se pose est en 1, et on veut la continuité en 1. Alors, pour avoir la continuité en 1, on veut savoir si, en fait, la fonction h de x telle qu'elle est définie peut se prolonger par continuité. Et la question qui se pose donc, c'est est-ce que h de x a une limite quand x tend vers 1 ? Donc, on se pose la question, limite de quand x tend vers 1 de h de x. Et si on a une limite finie, eh bien, il suffira de définir a comme étant cette limite finie, et à ce moment-là, du coup, la fonction sera continue en 1. Alors, on va regarder ça. On veut déterminer la limite quand x tend vers 1 de sinus de πx sur x moins 1. Alors, quand x tend vers 1, πx tend vers pi, donc sinus de πx tend vers 0. Et puis, x moins 1 tend vers 0 aussi. Et donc, on a une limite avec une forme indéterminée, 0 sur 0. On va vouloir lever cette forme indéterminée, éventuellement, par exemple, en prenant un équivalent du sinus. Seulement, nous, on connaît un équivalent du sinus, non pas en pi, mais en 0. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit changement de variable, et on va poser x est égal à 1 plus t. Ce qui veut dire que t est égal à x moins 1, et que x tend vers 1, si et seulement si t tend vers 0. Alors faisons un peu de place, et regardons ce que ça nous donne. h de x, ça va être égal à une fonction qu'on va noter h tilde de t, qui va être la fonction h que l'on obtient quand on remplace x par t. Donc du coup, ça va nous faire quoi? Ça va nous faire sinus de pi facteur de 1 plus t sur x moins 1, et on a vu que x moins 1, c'était égal à t. Donc ça nous fait sinus de pi facteur de 1 plus t sur t, ce qui nous fait sinus de pi plus pi t sur t. Alors, petite formule du cours, sinus de pi plus x est égal à, alors vous regardez un cercle trigo et vous regardez la symétrie qui va avec, évidemment, ça fait moins sinus de x. Notre h tilde de t est égal à moins sinus de pi t sur t. Alors maintenant, on s'est ramené en 0, c'est-à-dire que quand t tend vers 0, pi t tend vers 0. Et donc, on va pouvoir utiliser l'équivalent sinus de u est équivalent quand u tend vers 0 à u. Ce qui veut dire que notre sinus pi t est équivalent à pi t, puisque pi t tend vers 0, et donc notre fonction, alors
pas égale mais équivalente, à moins pi t sur t. Et ça, bah, évidemment, ça vaut moins pi. Ça, les t se simplifient. Ce qui veut dire que la limite quand x tend vers 1 de h de x est la même chose que la limite quand t tend vers 0 de h tilde de t. Et comme c'est équivalent à moins pi, ça veut dire que la limite, c'est moins pi. La fonction h a une limite quand x tend vers 0, quand x tend vers 1, pardon, et du coup, on va pouvoir prolonger h par continuité. Donc si on pose h de 1 est égal à la limite quand x tend vers 1 de h de x, ce qui vaut moins pi, alors notre fonction h va être continue sur R. Alors dans le petit 1, donc on a vu qu'il fallait définir h de 1 est égal à moins pi. Alors on veut définir dans le petit 2 la limite quand x tend vers 1 de h' de x. Alors pour ça, bah déjà il va falloir calculer h' de x. Donc si x est différent de 1, h de x est égal à sinus de pi x sur x moins 1. On va vouloir dériver cette fonction. Cette fonction est de la forme u sur v, et donc on applique la formule u sur v' qui est égale, donc comme tout le monde sait, à u'v moins uv' sur v au carré. U qui est égal à sinus de pi x. U' est donc égal à la dérivée de sinus de pi x. Alors attention, c'est une fonction composée, donc c'est sinus de v, et donc c'est v' cos de v, c'est-à-dire v' pi cos, qui est la dérivée de sin, de v, c'est-à-dire de pi x. V, c'est x moins... oui, alors quand je disais v, c'est pas le v que je définis tout de suite. Hein. J'aurais dû dire sinus de w plutôt. Alors v, c'est x moins 1, et v', du coup, bah, c'est la dérivée de x moins 1, c'est 1. Si j'applique ma formule, ça me dit que h' de x est égal à, alors u'v, donc pi cos de pi x facteur de x moins 1, moins uv', c'est-à-dire sinus de pi x, sur v carré, c'est-à-dire x moins 1 au carré. Alors, on va écrire ça un petit peu différemment, en simplifiant et en décomposant notre fraction en deux. Donc, on va dire pi cos de pi x. Les x moins 1, on en simplifie 1, du coup, il reste sur x moins 1. Et puis, moins sinus de pi x sur x moins 1 au carré. Et maintenant, ce qu'on voudrait, c'est déterminer la limite de ça quand x tend vers 1. Alors, quand x tend vers 1, cos de pi x, bah, pi x tend vers pi, donc cos de pi x tend vers moins 1. X moins 1 tend vers 0, donc on a une limite qui va être ici infinie. Et puis, sin de pi x, ça tend vers 0, puisque pi x tend vers pi. Et puis x moins 1 au carré, ça tend vers 0 aussi. Et donc là, on a une limite 0 sur 0. Donc on a des formes indéterminées dans tous les sens. Pour avoir une limite finie, comme cette limite-là sera infinie, bah, il faudrait que cette limite-là soit infinie aussi et qu'on ait une compensation qui nous donne une limite finie. Comment est-ce qu'on va faire? Bah, pour faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va se ramener en 0 comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va poser x est égal à 1 plus t, ce qui est équivalent à t égale x moins 1. Et puis, on a donc que x tend vers 1, si et seulement si t tend vers 0. On va donc écrire h tilde prime de t, ou h' tilde de t plutôt, qui va être égal à pi cos de pi x, c'est-à-dire cos de pi facteur de 1 plus t, sur, alors x moins 1, on a vu que x moins 1 c'est égal à t, moins sinus de pi facteur de 1 plus t, sur x moins 1, c'est-à-dire t au carré. Ça va nous faire pi cos de pi plus pi t, sur t, moins sin de pi plus pi t, sur t carré. On a vu tout à l'heure que sin de pi plus x, c'est égal à moins sin de x, et on a de la même façon cos de pi plus x est égal à moins cos de x.
Hein, sur le cercle trigo, évidemment, si on a un argument x ici, l'argument moins x, pi plus x pardon, est ici, et donc on voit que ça fait changer le signe et du cos et du sin. Alors du coup, ça va nous faire moins pi cos de pi t sur t, et puis moins donc plus sin de pi t sur t carré. Alors l'avantage d'avoir fait ça, c'est que ça nous a ramené en 0, puisque pi t tend vers 0, et qu'on va donc pouvoir utiliser les développements limités de la fonction cos et de la fonction sin en 0. Alors, rappelons ces développements limités. Donc cos de u est égal en 0 à 1 moins u carré sur 2 plus petit o de u carré. On verra que le développement à l'ordre 2 suffit, et que sin de u est égal en 0 à u moins u cube sur 6 plus petit o de u cube. Alors comme le sin est divisé par t carré au lieu de t, on le fait à un ordre plus grand, c'est-à-dire à l'ordre 3. Et maintenant, on va pouvoir remplacer ça pour avoir notre développement limité de h tilde de t. Alors h tilde de t, donc, enfin c'est h tilde prime de t plutôt, est égal à, alors on remplace, donc moins pi sur t qu'on va mettre en facteur de, donc cos de pi t, c'est-à-dire 1 moins pi carré t carré sur 2 plus petit o de t carré. Plus, alors on va mettre 1 sur t carré en facteur, et le sinus de pi t, ça va être pi t moins pi cube t cube sur 6, donc tout ça en facteur de 1 sur t carré. Ce qui nous fait, alors on développe, ça nous fait moins pi sur t, ensuite moins, donc plus, pi fois pi carré, donc pi au cube. On va avoir t carré sur t fois 2, on va simplifier un t, ça va nous faire pi cube t sur 2. Alors le petit o de t carré, on le renotera à la fin. Alors on a un petit o de t carré divisé par t, ça va nous faire un petit o de t à la fin. Et puis, dans la deuxième parenthèse, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors j'ai oublié ici, j'ai oublié le plus petit o de t au cube. Alors, on a pi t sur t carré, on simplifie un t, ça nous fait plus pi sur t. Ensuite, on a t cube sur t carré, donc il va rester t, donc moins pi t sur 6. Et ensuite, on a un petit o de t cube sur t carré, ça fait un petit o de t. Ici, on avait un petit o de t carré sur t, ça fait un petit o de t. Et donc, on a un plus petit o de t. Alors, je vais le réécrire ici, plus petit o de t à la suite. OK. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ici, ça se simplifie, moins pi sur t plus pi sur t. Et c'est ça qui fait que ça marche. Parce qu'à ce moment-là, le t est au numérateur, et comme t tend vers 0, on va avoir une limite finie. Donc, h tilde prime de t est égal en 0, hein, c'était en 0, on a fait un développement limité. Alors on a pi cube, ici on avait pi cube, hein, j'ai oublié le cube. Donc on a pi cube t sur 2 moins pi cube t sur 6, on met tout sur 6, ça nous fait 3 pi cube t sur 6 moins pi cube t sur 6, donc ça nous en fait 2. 2 pi cube t sur 6, on simplifie par 2, ça nous fait pi cube t sur 3, plus petit o de t. Alors qu'est-ce qu'on a? On a un peu plus que la question qui nous était posée. On a que h tilde prime de t est équivalent, quand t tend vers 0, à pi cube t sur 3. On en déduit que h prime de x est équivalent quand x tend vers 1. Alors t tend vers 0 est équivalent à x tend vers 1. Et on se rappelle que t, c'est x moins 1. Donc ça nous fait pi cube x moins 1 sur 3. Donc on a plus que la limite, on a un équivalent de h' en 0. Et du coup, la limite, alors c'est de h' en 1, pardon, quand x tend vers 1 de h' de x, il suffit de remplacer x par 1, évidemment, ça nous donne 0. Alors, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à maintenant? Donc ici, on avait mis moins pi pour h de 1. La limite, quand x tend vers 1 de h' de x, c'est 0.
Et dans le petit 3, on nous demande d'en déduire que h est C1 sur R. Alors donc on se rappelle que h est défini comme ça, c'est-à-dire quand x est différent de 1, h de x égale sinus de πx sur x moins 1, h de 1 est égal à moins pi. On a prouvé que quand on prend ça, on a h qui est continu sur R. H était C infini sur R privé de 1, donc H est C1 sur R privé de 1. Et on a que la limite, quand x tend vers 1, de H' de x est égale à 0. Alors ces hypothèses-là nous permettent d'appliquer le théorème de la limite de la dérivée. Alors c'est un théorème qu'on voit en cours, qu'on a rarement l'occasion d'utiliser en exercice, mais qu'on peut utiliser dans cet exercice-là. Alors que nous dit le théorème de la limite de la dérivée? Il nous dit que dans les hypothèses qu'on a ici, c'est-à-dire on a une fonction continue sur un intervalle qui est, alors C1, c'est pas obligatoire, mais dérivable sur cet intervalle privé d'un point, et la limite quand x tend vers cette valeur, de h' de x à une certaine valeur, c'est-à-dire la limite est L, on va dire, le théorème de la limite de la dérivée nous dit que dans ce cas, notre fonction va être dérivable au point, entre guillemets, interdit, donc ici en 1, et que h' de 1 va être égal à la limite qu'on a obtenue quand on a calculé la limite de la dérivée, donc ici 0. Du coup, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que h est continu sur R, h est dérivable sur R, puisqu'elle est dérivable partout sauf en 1, et on vient de prouver qu'elle est dérivable en 1, donc elle est dérivable sur R. Et puis, qu'est-ce qu'on a? On a que h' est continu sur R privé de 1, ça c'est parce que la fonction en fait est C infini sur R privé de 1, donc en particulier elle est C1 sur R privé de 1, et on a h' de x tend, quand x tend vers 1, vers h' de 1 qui est égal à 0, on l'a défini juste avant, et donc ça nous permet d'en déduire quoi? Ça nous permet d'en déduire que h' est continu en 1 aussi. Donc h' est continu sur R, et ça nous permet de dire que la fonction qu'on a définie précédemment, donc je vous rappelle sa définition, donc la fonction h qui à x associe sinus de πx sur x moins 1 si x est différent de 1, et moins pi si x est égal à 1, et bien cette fonction, on vient de prouver qu'elle est C1 sur R tout entier. Alors voilà pour ce premier exercice de l'année, j'espère qu'il vous a plu. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour un nouvel exercice sur les équations différentielles. Donc si ça vous intéresse, rendez-vous vendredi prochain à la même heure pour une nouvelle vidéo. D'ici là, profitez bien de ce début d'année, portez-vous bien, travaillez bien et salut à tous. À bientôt.